Je suis ce soir avec Marie-Chantal Thomas Parouti et Anne Closure qui vont vous présenter leurs activités et qui vont débattre avec vous ce soir de deux sujets vachement intéressants qui sont en fait un sujet, deux points de vue sur un sujet. Comment faire un event green? Pour parler d'event, évidemment, là, c'est pas moi qui dois prendre la parole, c'est Marie-Chantal. Et donc, je vais de ce pas céder la parole à Marie-Chantal qui va animer cette soirée avec nos invités. Je vous salue tous, je vous embrasse. J'espère vraiment que tout va bien. C'est maintenant que j'éteins la caméra et que je deviens spectateur parmi vous tous. Salut, merci Anne, merci Thomas pour votre présence. Salut Franck. Bon, il est là, hein. Attention à ce qu'on dit parce qu'il va nous écouter. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, donc, nous sommes à nouveau réunis pour le volet 4 et on va traiter justement de la question de l'événementiel et de l'événementiel vu et interprété par des spécialistes du genre qui veulent que ça se passe de plus en plus de manière green. Alors, on va accueillir tour à tour Anne Closure, qui est la fondatrice de l'agence With You. Et Bonjour. voilà, Anne, qui va commencer par prendre la parole dans quelques secondes. Et également ensuite, Thomas Parouti nous rejoindra. Lui a fondé l'agence Mieux. Donc, ce sont deux personnes qui vont pouvoir vous éclairer sur l'événementiel. Je sais que la plupart d'entre vous est vraiment attiré par ce volet de la communication. On en parle souvent, mais pour faire de l'événementiel, il faut le faire bien tant qu'à faire. Et si on le fait bien, on fait appel à de vrais spécialistes. Donc, je ne vais pas en faire des tonnes. Je vais simplement laisser la parole à Anne qui va commencer, qui va ouvrir cette session. Et ensuite, on fera comme d'habitude, elle va parler 20-25 minutes et vous aurez des questions-réponses. Comme d'habitude, vous écrivez et vous répondez. Et ensuite, nous laisserons la parole à Thomas. Merci Anne. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et je te laisse bien volontiers la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous ce soir. Je vais donc vous présenter. Donc, moi, j'ai créé mon agence événementielle donc en 2014 qui s'appelle With You Events. Et ce soir, je vais vous parler de la transition dans laquelle je me suis moi-même engagée. Donc, je vais revenir sur mon parcours. Moi, l'événementiel, on va dire que je suis tombée dedans il y a 20 ans à l'occasion d'un stage, comme vous en faites vous aussi certainement, un stage dans une petite agence qui s'appelait Soucoupe Sonic et où j'ai appris mon métier. Ça a été un véritable coup de foudre en fait parce que cette agence était spécialisée sur les domaines du culturel, de l'entertainment. On travaillait beaucoup avec des maisons de disques pour des lancements d'albums, des showcases, des after-shows, des lancements de jeux vidéo pour Konami. La soirée, j'ai en tête beaucoup de souvenirs, un tourbillon de souvenirs qui me porte encore, mais comment dire, qui m'étourdit aussi un petit peu à la fois. Parce que je pratiquais mon métier sur un modèle, on va dire, de production assez linéaire, sans me préoccuper plus que ça, je dois dire, hein, je l'avoue, des impacts écologiques. J'étais, je pense, un peu naïve et peut-être inconsciente, mais surtout confiante, on va dire, dans l'abondance des ressources et l'autorégulation du système. Donc, c'est une notion complètement obsolète, évidemment, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ces questions sont devenues vraiment incontournables. De nouveaux acteurs s'emparent d'ailleurs du sujet, notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et proposent des offres innovantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour faire évoluer notre offre et même dans certains cas, la réinventer, je dirais. Donc moi, c'est vraiment un métier passion. Aujourd'hui encore, qu'est-ce que j'aime par-dessus tout dans ce métier? C'est la possibilité de raconter des histoires. Alors, raconter des histoires, oui, mais pas à n'importe quel prix, puisque
pardon, excusez-moi, pas à n'importe quel prix, puisque effectivement, je prends en compte aujourd'hui ces impacts environnementaux et sociétaux. Alors, je voudrais juste revenir sur donc je vous ai fait un petit diaporama de quelques événements que j'ai pu organiser avec mon agence With You Events depuis 2014, pour que vous puissiez sentir un petit peu l'ADN de mon agence et vous montrer à quel point effectivement c'est un métier dans lequel on peut s'éclater, puisqu'on va proposer des ambiances très créatives, où on peut mêler le glamour, l'enfance, le fantasmagorique, la stimulation des 5 sens. Il y a vraiment quelque chose de magique dans ce métier. Et c'est pour ça que ça vous attire aussi, j'en doute pas. Alors, du coup, si on peut repasser sur le diaporama. Alors, est-ce que c'est... Pardon, hein, c'est moi qui ai la main, là. Pardon. Donc là, vous avez à l'écran, effectivement, des photos d'une soirée que j'ai pu organiser pour un de mes meilleurs clients, qui est donc Disney, pour un lancement de film pour Zootopie. On peut voir ensuite... Pardon, donc d'autres types d'événements. Hein. Je vous montre différents formats d'événements que nous pouvons organiser. Ça peut être effectivement un événement comme une journée pour la Fédération française de football, pour la Ligue amateur, avec des remises de prix sur scène, des concerts, que ce soit avec Louis Bertignac ou par exemple Mathieu Chédid, que ce soit une journée également à destination des influenceurs, pour un lancement de film, une fois encore. Donc là, c'était pour La Belle et la Bête, avec donc toute une journée qui était organisée pour des blogueurs, des blogueuses et leurs enfants, donc avec des ateliers dédiés qui mettaient en scène, enfin une scénographie en tout cas qui allait pouvoir illustrer le film. Pardon, je maîtrise mal mon petit bouton, ou là encore une autre soirée très festive où la piste de danse est prolongée en fait par une grande piscine à balles dans laquelle les gens se sont jetés avec délectation, et ou encore enfin là c'est alors moi j'ai très à cœur en fait d'intégrer une dimension artistique dans mes événements, pour justement toucher au cœur les participants. Là, on peut voir par exemple l'intervention d'un artiste de street art, John Wan, qui donc avait fait une performance en live pour illustrer le lancement d'un nuancier de peinture chromatique. Et j'avais fait également intervenir une artiste de design culinaire, pardon, à qui j'avais demandé donc de recréer sur on dirait que c'est du papier, mais c'est pas du papier, donc un nuancier comestible. Donc les invités avaient également la possibilité de manger les couleurs du nuancier. Et on la voit ici, donc sur la gauche également, donc cette artiste de design culinaire, Delphine Huguet, avec qui j'aime beaucoup travailler, à l'occasion donc d'une soirée pour un client dans le BTP, dans le secteur du BTP, à la Villa Arson, à Nice, et à qui je lui avais demandé de réfléchir à un concept de béton culinaire, de béton comestible. Donc voilà, il y a eu toute une mise en scène où on a donc permis aux invités de pouvoir expérimenter un béton comestible. Et là encore un dernier visuel pour vous montrer un petit peu les différents formats d'événements que nous avons pu organiser. Là, c'était une soirée pour les 50 ans du groupe RTL, juste avant qu'ils déménagent et rejoignent le groupe M6. Voilà, donc ça c'était un petit diaporama pour mieux vous permettre de comprendre un petit peu comment j'exerce mon métier, quel est mon ADN. Vous avez pu vous en rendre compte qu'il y a vraiment une volonté d'être dans l'interaction au maximum avec les invités, et puis surtout aussi de vraiment, comme je le disais tout à l'heure, associer les artistes le plus possible à mes projets. Donc en 2014, quand je crée With You Event, je dois reconnaître que la RSE est encore quasiment absente des briefs et des projets. Mais aujourd'hui, mon positionnement a vraiment évolué. J'ai ouvert les yeux, en effet, sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
Et c'est devenu pour moi à la fois évident et insupportable, cette notion d'événement jetable. Parce qu'effectivement, un événement est par essence éphémère, mais pas pour autant jetable. Donc, j'ai ressenti cette nécessité. Je suis même passée par un moment un peu où j'étais perdue, désœuvrée. Je m'interrogeais vraiment aussi sur la continuité de mon métier. Comment continuer à l'exercer et faire coïncider cette dimension de rêve, de magie, avec ces enjeux de développement durable et de RSE. Je vais passer à la petite slide d'après, pardon. Hop. Donc voilà, ce shift, c'était vraiment le besoin effectivement d'aligner ma pratique professionnelle avec mes valeurs, avec une remise en question de mes habitudes, de mes certitudes aussi parfois, et puis ce besoin viscéral d'aller plus loin, de faire preuve de congruence, c'est-à-dire de faire ce que je dis et d'avoir le courage aussi d'oser proposer non seulement mes valeurs mais ma vision. Alors c'est bien sûr une proposition, j'ai jamais imposé à mes clients quoi que ce soit, mais finalement au fur et à mesure que mon positionnement s'est affiné et c'est affiné, les clients suivent et sont finalement eux aussi en demande d'aligner leurs événements avec une démarche RSE qui sont de plus en plus encouragés à embrasser. Donc aujourd'hui, je continue très clairement à m'éclater dans mon métier. Je reste évidemment focalisée sur les besoins de mes clients et leurs messages. Et je cogite avec mes équipes, évidemment, pour faire une proposition créative, même inventive, pour aller chercher aussi du côté des innovations, des solutions pour répondre aux défis, parce que pour moi, chaque choix doit être challengé en le passant au filtre de la RSE, non seulement pour optimiser les ressources, mais aussi pour proposer des prestations les plus inclusives possibles. Donc, mon parti pris, c'est effectivement de garder dans mon ADN le festif, la joie, la célébration. C'est comme ça que j'ai appris à faire mon métier et c'est comme ça que j'aime le faire aussi. Mais j'y ajoute l'impératif, voilà, de prendre soin du vivant. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'événementiel et avoir un impact positif. Alors, il y a effectivement des pièges à déjouer, mais ce parti pris n'exclut pas la créativité. C'est pas une punition d'être dans la transition et de revendiquer un événement éco-conçu. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est vraiment de proposer une forme d'abondance optimisée, c'est-à-dire que pour moi l'abondance elle se joue non pas dans la profusion de nourriture sur les buffets, un déploiement de décors à tout va, mais elle se joue évidemment plus dans l'expérience vécue. Et voilà, je suis convaincue que l'émotion qu'on a tellement à cœur de susciter chez les participants, elle est encore plus belle quand on prend en compte justement l'écosystème dont nous faisons tous partie. Ce que je voulais également aussi vous partager, c'est que, puisque vous êtes des futurs communicants, c'est vraiment que je trouve qu'on a une responsabilité en tant que communicant, parce qu'on a à notre disposition des outils formidables pour faire évoluer les consciences. L'événementiel, c'est vraiment un moment éphémère où on rassemble des gens sur un temps donné. On a on a en fait leur concentration, on a la concentration de l'attention de toutes ces personnes au moment des échanges, des partages. C'est ce qui va justement nous permettre de pouvoir inspirer et surtout d'incarner des nouvelles valeurs, des nouveaux modèles pour justement tendre vers des événements les plus exemplaires possibles. Voilà, donc moi aujourd'hui, je choisis de raconter toujours ce que j'aime faire, c'est-à-dire raconter des histoires en transformant des lieux, mais en proposant à mes clients et à leurs participants des expériences qui sont créatrices d'émotions,
et qui soit en résonance avec la transformation sociétale et un nouveau vivre ensemble. Alors, ah zut, descendre. Donc, vers un événement exemplaire, alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide, parce que Thomas, il reviendra beaucoup plus précisément après moi dans la conférence à suivre. Mais voilà, il y a quelques principes clés, dont le premier, dont l'éco-conception est évidemment le plus important, puisque les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne va pas produire. Donc, c'est indispensable de se poser avant d'entamer toute réflexion autour du projet pour pouvoir l'adapter en fait aux besoins du client et en minimisant le plus possible les déchets. Ensuite, effectivement, s'il y a des déchets, et il y en aura forcément, il faut donc les trier à la source. Ça, c'est très important de pouvoir faire une collecte séparée des déchets et de trier aussi les biodéchets. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est la réduction du gaspillage alimentaire et la redistribution des surplus. D'optimiser évidemment l'énergie qui va être mobilisée pour l'événement, de prendre en compte l'accessibilité de tous, que ce soit effectivement par rapport à la mobilité physique, mais pas seulement, faire en sorte que tout le monde puisse aussi bien voir et bien entendre au moment de l'événement. Et puis en ce qui concerne les contenus, j'ai très à cœur aussi que dans les contenus, on ait des questions de parité, de respect de la personne et d'une juste représentation des minorités. Donc voilà, si tous ces critères sont réunis, on tend vers un événement que moi je rêve exemplaire. Alors il faut savoir que, vous le savez certainement, l'événementiel aujourd'hui dispose d'une norme, une norme internationale, la norme 20121. C'est la norme de référence en fait dans le secteur de l'événementiel qui vise à promouvoir les comportements responsables dans les différents domaines professionnels du secteur. Mais pour moi, elle est un petit peu compliquée et un peu coûteuse aussi pour l'instant, complexe à mettre en œuvre, parce que j'ai une petite agence, mais ça ne m'empêche pas de m'engager. Donc, je me suis engagée de différentes façons. Concrètement, depuis le début de l'agence, depuis sa création, je sponsorise une ruche et on met en place avec mon apiculteur de la région de l'arrière-pays niçois des ateliers de sensibilisation à la biodiversité par le biais des abeilles. J'ai également signé une feuille de route en faveur de l'économie circulaire lors de la dernière édition du WAI. Le WAI, c'est la journée de la filière, là, cette année, ça aurait dû être sur 2 jours, à la Cité Fertile à Paris fin mars, mais donc comme Climact, ça a été reporté, annulé, puis reporté. Et c'est donc une journée qui permet à tous les acteurs de la filière de se rassembler, de s'inspirer, de partager les bonnes pratiques et notamment de s'engager. Donc moi, je vais revenir dessus juste après, mais grâce à cette feuille, je me suis engagée sur 3 sujets clés qui sont la réduction de 50% des déchets, la redistribution systématique des surplus alimentaires pardon, excusez-moi, je vais me mettre ici. Et le recyclage de 100% de la moquette. Donc, pour vous montrer concrètement après avec des exemples d'événements sur lesquels j'ai pu travailler,
pour réduire de 50% les déchets. Pour moi, le plus important, c'était de limiter les décors, la construction de décors. Donc, on peut tout à fait imaginer des décors qui soient waouh, qui soient Instagrammables, hein, comme le souhaitent très souvent les clients dans leur brief, finalement, en assemblant des décors qui sont déjà existants, et on va donc privilégier de la location, du réemploi. Là, par exemple, c'était pour le lancement du film Coco, où il y avait tout un protocole qui était fait à partir de plantes en location, en pot, et de fleurs surdimensionnées, mais qui sont des fleurs factices en tissu. Alors, je voulais vous montrer également un autre exemple. Là, par exemple, c'est un décor qui a été donc imaginé pour une exposition au BHV à Paris, pour un documentaire qui s'appelle Blue de chez Disney Nature, et qui devait donc rester en place au dernier étage du BHV pendant plus d'1 mois. Cet espace était absolument pas sexy, mais je voulais absolument pas le transformer avec notamment de la moquette au sol, des tissus tendus. Donc en fait, on avait vraiment une mise en lumière qui, au fur et à mesure de la journée, évoluait dans des teintes de bleu, avec une occultation des fenêtres, ce qui là ne se voit pas sur la photo. Un tout petit bout de moquette pour créer effectivement donc une moquette qui a été recyclée ensuite, mais par mon partenaire déco Arevent. Et le mobilier est en carton alvéolé recyclable et récupéré par le client. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au plafond, on avait donc des coraux en papier ajouré, ainsi que des méduses qui sont donc de la déco du prestataire Procédé Chanel. Et ensuite, les blocs autoportés avec les prints ont été donc ça, c'est des blocs en tasseaux de bois qui sont des formats standards, ça n'a pas été du sur-mesure, qui sont ensuite, au moment du démontage, ils vont prendre soin de bien démonter les tasseaux pour pouvoir les réutiliser. Et les panneaux en eux-mêmes avaient vocation à tourner ensuite pour faire une exposition qui tourne dans différents sites, et notamment des cinémas qui allaient être partenaires. Après, nous avons un autre type de décor qui finalement ne requiert absolument aucune construction, et permet quand même de plonger les invités dans les codes couleurs du client. Notamment, là, c'était un dîner pour Heineken lors du Cannes Lions Festival, avec vraiment juste une mise en lumière très soignée et de la location d'éléments. Encore un autre événement, un exemple. Alors là, c'est un événement sur lequel je suis intervenue de façon complètement bénévole, mais qui m'a apporté énormément de satisfaction, notamment par rapport au sens qu'on a pu donner à cet événement. C'est un événement qui a été coproduit avec différentes organisations, qu'on a organisé au Grand Rex, donc en octobre 2018. Et on a rassemblé à peu près, on avait 2500 participants, et j'étais en charge de la scénographie de cet événement et de toute la coordination générale et technique. Donc, nous avions donc c'était un événement qui s'appelait, je l'ai pas dit, qui s'appelait Cultivons notre confiance pour la planète, donc qui est vraiment en rapport aussi avec la conférence d'aujourd'hui et le thème de Climact. L'idée, c'était vraiment de réunir différentes personnalités inspirantes autour d'une personnalité emblématique, qui est Satish Kumar, qui est un activiste indien, et qui était venu nous parler à l'occasion de la sortie de son livre, de thèmes pour nous inspirer, nous donner confiance, et rejoint sur scène avec d'autres intervenants très inspirants aussi.
encore une autre intervention qui ne nécessitait pas de décor, puisque le décor, on le créait en interactivité avec le public. C'était à l'occasion du dernier Festival de Cannes en 2019 et dans le cadre des marches mondiales pour le climat, auxquelles vous avez peut-être participé le vendredi. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser aussi les participants du Festival de Cannes et la population à cet enjeu sur le climat, en leur proposant de laisser symboliquement leur empreinte avec de la peinture écologique sur le sol. Encore un petit exemple, alors là c'est un budget pour vous montrer aussi que même avec des petits budgets, on peut quand même faire des petites choses, du décor immersif, participatif. Là, c'était une journée donc fin novembre dernier. Donc chez notre client Disney, à l'attention des enfants du personnel. Et l'idée, c'était de les sensibiliser donc à la magie de Noël, de les préparer sur cette thématique, qu'ils puissent aussi participer à des ateliers, repartir avec des créations qu'ils auraient faites eux-mêmes. Mais tous les ateliers étaient faits à partir donc de matériaux recyclés. Et le décor qui est resté aussi chez mon client jusqu'aux fêtes de Noël était lui aussi fait avec, donc on peut le voir en fond d'écran, mais voilà, en carton recyclé. Alors, par rapport à un autre engagement pris notamment en signant la lettre en faveur de l'économie circulaire lors du dernier Why. Donc il y a ce sujet que j'ai à cœur particulièrement de vraiment limiter le gaspillage alimentaire. On sait bien que dans l'événementiel, le fait qu'on ait toujours cette incertitude par rapport au nombre de participants qui vont potentiellement venir, les no-shows, et puis cette crainte de ne pas avoir assez, du coup, enfin, moi j'ai par exemple un exemple que j'ai en tête qui m'a vraiment choquée, c'était c'était quand je travaillais donc pour cette petite agence dont je vous parlais initialement, Soucoupe Sonic. On avait en charge le lancement le lancement de l'album pour Britney Spears à l'époque. C'était en 2005, je crois. Et à 1 heure, même pas, de l'ouverture des portes, après 2 jours de montage, c'était au Théâtre Pierre Cardin à Paris, on apprend que l'artiste, donc Britney Spears, ne quittera pas sa chambre d'hôtel et qu'elle ne viendra pas. Elle n'est pas bien. Il pleut des trombes dehors. Il y a plus de 500 personnes qui sont attendues, qui se sont déjà amassées devant les portes du théâtre. Et en fait, en connexion avec notre client, Sony BMG, et on appelle aussi l'assurance annulation, on nous dit si on ouvre les portes, l'assurance annulation ne rembourse pas. Donc du coup, on n'ouvre pas, ce qui est complètement incroyable, mais on se retrouve avec un décor monté et puis surtout un buffet pour 500 personnes qu'on n'aura pas pu redistribuer parce qu'en appelant les Restos du Cœur à l'époque, etc., en fait, on n'avait pas les véhicules nous permettant de ne pas rompre la chaîne du froid et de pouvoir donc redistribuer cette nourriture qui pour la plupart a été jetée. Enfin, moi, ça m'a vraiment écœurée. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire est beaucoup plus cadré, notamment avec des lois. Des acteurs nouveaux ont émergé de l'économie sociale et solidaire. Il y a des solutions qui existent, comme par exemple là, donc sur cette photo, on peut voir donc un coursier vélo qui vient récupérer à l'occasion d'un événement que j'ai organisé pour le Cercle de la Compliance début décembre à Paris, en pleine grève, du coup avec beaucoup de no-shows. Donc même si on avait anticipé sur le fait qu'il y aurait moins de personnes que prévu à l'événement, c'était pas suffisant. Je me doutais qu'il y aurait quand même encore des restes sur le buffet. Donc du coup, j'avais aussi contacté
notre partenaire prestataire, donc qui s'appelle Linky, dont le but c'est que lui, en amont, bon moi j'ai des boîtes Linky toujours sur mes événements, mais en amont il peut aussi vous livrer, si c'est une première avec vous, le nombre de boîtes correspondant à vos besoins. Et c'est donc les maîtres d'hôtel qui, au fur et à mesure, donc ne sortent pas de l'échelle. Je ne sais pas si donc vous voyez, il y a comme un espèce de petit frigo avec des échelles, et donc toute la nourriture reste dans ce frigo mobile, on va dire, avec de la carboglace qui permet de ne pas rompre la chaîne du froid, et n'est sortie sur les buffets. Ne sont ventilées les pièces sur les buffets que celles nécessaires donc à l'approvisionnement, on va dire, des invités. Et tout le reste donc est récupéré et ensuite, sans rompre la chaîne du froid, redistribué par exemple, là c'était un centre d'hébergement d'urgence juste à côté de l'événement. Mais voilà, on fait appel aussi à des traiteurs qui sont innovants, comme par exemple là sur la gauche vous voyez une mama du traiteur Meet My Mama, qui est un des traiteurs avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est un traiteur qui a eu cette très bonne idée de recruter des femmes, donc ils les appellent les mamas, qui viennent du monde entier et qui donc propose du coup des voyages culinaires et nous permettent de goûter une cuisine différente, d'être au contact de cette femme aussi qui est présente si on le demande pendant l'événement, qui va pouvoir raconter son histoire. Et ce qui est génial avec Meet My Mama, c'est qu'ils ont vraiment créé une école aussi, où ils vont former ces mamas à gagner en puissance, à pouvoir être autonomes, à gérer elles-mêmes leur business. En fait, elles deviennent auto-entrepreneurs et elles sont accompagnées, portées pour pouvoir devenir indépendantes. Alors, il y a d'autres traiteurs, il y a les cuistots migrateurs qui proposent exclusivement des chefs réfugiés. Il y a Mamie Foodie aussi, j'aime beaucoup ce traiteur, qui est un traiteur qui permet de nous connecter avec des seniors. Donc ça va être des papis, des mamies qui se remettent en cuisine, et au-delà de la mixité qu'on va pouvoir proposer aussi sur l'événement avec donc les cuisiniers seniors au contact des invités, pour eux ça leur permet aussi d'avoir un complément de source de revenus. Et voilà, je suis très attentive aussi dans mes événements à essayer d'intégrer cette dimension sociale. Alors attendez, j'ai zappé. Voilà. Alors ça, c'est une autre façon de m'engager aussi, c'est que alors moi j'ai un lien avec la Villa Arson, enfin l'agence a un lien avec la Villa Arson, on est partenaires, non pas exclusifs, mais je leur propose de les aider dans la commercialisation des espaces de l'école quand c'est possible. Et ils ont notamment un très bel auditorium dans lequel j'ai organisé aussi, et là c'était complètement bénévole aussi, mais une projection, en fait, une soirée ciné-débat autour des enjeux du réchauffement climatique. Et voilà, c'est aussi une façon de m'engager, de pouvoir créer des moments qui vont permettre d'inspirer, d'échanger, de mettre en œuvre l'intelligence collective, puisque suite au débat, suite à la projection de ce documentaire, il y avait débat avec des acteurs locaux eux-mêmes engagés dans la transition énergétique. Alors, je voudrais pas, je ne sais pas en termes de timing. Alors, comme conclusion, voilà, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est que le plus important, c'est de continuer à rêver, en fait, et de s'autoriser à rêver le monde qu'on veut voir advenir. Et après, tout s'aligne, en fait. C'est beaucoup plus... le fait d'avoir une vision claire de ce que je veux voir advenir, ça me permet aussi d'être beaucoup plus convaincante vis-à-vis de mes clients et de eux-mêmes les faire évoluer.
Et je pense que les participants des événements que nous produisons pour nos clients sont eux-mêmes de plus en plus en demande justement d'événements impactants. Et le fait qu'il y ait une communication claire sur chaque événement, des actions qui ont été mises en place, qui ont été mises en œuvre, leur permettent à eux aussi d'être acteurs de ce changement. Voilà, je conclurai comme ça. Merci de votre écoute. Oui. Ouais. Merci Anne pour cette super présentation. Le mode question a été activé. Je crois que tu as quand même 4-5 questions assez récurrentes. Évidemment, des demandes de stage, déjà, tu peux imaginer, mais pas que. Donc, Laurent, si on peut voir à l'écran les questions que tu as retenues à poser à Anne, s'il te plaît. Est-ce qu'on va les voir? Voilà. On va afficher la liste et puis après, je donnerai la parole à Thomas. Peut-être que Thomas a aussi une question, je ne sais pas. Mais... Non, mais je vais apporter 2-3 précisions sur 2-3 sujets ou d'autres exemples. On va afficher la liste de questions. Voilà, donc... Alors, je ne vois pas les questions. Alors, il y a une question de Mélodie Becquet qui est intervenante à Media School aussi et qui gère les indés. Voilà, les clients sont-ils déjà convaincus? Avez-vous besoin de faire beaucoup de pédagogie pour les convaincre? Bon, on va oublier que tu as oublié le S, hein, Mélodie, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il commence à s'emparer de plus en plus de la question, mais c'est quand même à moi je vais être honnête, c'est quand même à moi de les convaincre. C'est-à-dire que si je ne mets pas dans mon budget systématiquement, par exemple, la ligne concernant la prise en charge du surplus alimentaire, clairement, c'est pas eux qui me le demandent. Voilà. Ils sont soucieux de savoir combien ça va leur coûter. D'ailleurs, c'est pas souvent très cher. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'ai la démarche de leur offrir. C'est un geste commercial pour les inciter aussi à. Et après, comme ils communiquent dessus, ils sont très contents. Là, par exemple, je l'ai vu notamment, ne serait-ce qu'avec cet exemple-là, la dernière fois, sur la photo que je vous montrais pour le sac de la compliance, je l'ai offert à mon client. Mais par contre, la présidente de l'association était très heureuse de pouvoir en parler au micro aux participants. Donc, c'est quelque chose qu'elle met en place maintenant et elle est plus, on va dire, convaincue. Autre question de Juliette. Évidemment, est-ce que tu en as parlé sur le gaspillage alimentaire. Est-ce que là aussi, le fait de pouvoir recycler, alors il y a des réglementations aussi, mais comment tu fais pour pouvoir appeler des associations pour qu'ils puissent récupérer, pour éviter un trop gros gaspillage? Alors, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, je trouve, moi, sur Paris, encore que sur la région. Maintenant, on a Phoenix aussi, qui vient de... Enfin, c'est assez récent qu'ils se sont installés ici en région PACA et ils ont vraiment tout le savoir-faire et l'expertise. Il suffit que je les appelle en amont pour avoir justement un devis assez précis en fonction des décors qu'il va falloir récupérer, trier. Et eux ont le réseau pour ensuite pouvoir se connecter avec les différentes associations. Sur Paris, c'est beaucoup plus simple et c'est vraiment presque rentrer dans les mœurs. Moi, j'ai l'impression, mais il y a notamment un partenaire. Il y a beaucoup de traiteurs qui l'intègrent maintenant. Oui. Il y a plein de traiteurs qui le mettent et qui l'envisagent. Tu as tout à fait raison sur la question du gaspillage alimentaire. Par contre, moi, je pensais, là, en fait, quand je répondais à la question, je pensais plus globalement aussi au décor, à tout type de déchets et de matériaux revalorisables, quoi. Alors, c'est vrai que pour le gaspillage alimentaire, ça se passe vraiment maintenant de façon très fluide. Pour les décors, c'est encore peut-être un petit peu plus
Oui, compliqué, notamment à moins Mhm. d'avoir un gros décor et d'être sur un énorme salon avec un énorme stand et tout, ils vont pas forcément se déplacer. Du coup, moi, ce que je souhaite mettre en place, c'est prendre contact directement avec, je l'ai pas encore fait, mais à bon entendeur, par exemple des théâtres, oui, je pensais par exemple au théâtre de Nice ou au théâtre d'Antea. Je me dis que peut-être ils avaient des besoins, eux, s'ils ont un lieu de stockage Mais il y a pour des Diacosmi, productions oui. à venir, ou Mhm. enfin, je sais pas. Je me disais que ça pourrait être aussi l'objet justement d'une vraie recherche approfondie Ouais. avec. Frédéric parlait, est-ce que tu fais utiliser de la moquette recyclable ou recyclée déjà? C'était la Alors, question qu'il a posée. oui, il y a des dalles qui existent de moquette. Moi, j'essaie vraiment de bannir le plus possible la moquette. C'est, ça fait longtemps là que je n'ai pas utilisé de moquette. J'arrive toujours à trouver des solutions de substitution, en fait. Par exemple, alors, je m'inspire aussi, je vous en ai pas parlé, je sais plus parce que je dois reconnaître que je suis un petit peu impressionnée de parler devant combien de 190 personnes que je ne vois pas. Ouais. Mais en fait, de par mes longues années de freelance avant de créer ma propre agence, j'ai navigué vraiment de pas mal de structures et d'agences pour lesquelles je me vendais comme chef de projet ou directrice artistique. Et il y a des liens très forts, hein. Il y a une famille qui s'est créée. Notamment, j'ai une amie qui travaille pour la société, l'agence Pixelis, qui a organisé le rassemblement, enfin l'événement Sustainable Brands l'an dernier au Carrousel du Louvre. Et j'ai rejoint cette équipe sur le terrain pour travailler pendant 3 jours en régie avec l'équipe. Donc, un peu comme vous, moi, je continue à me former et je fais des stages en immersion avec des gens qui sont vraiment experts. En l'occurrence, SB Paris visait un événement zéro déchet. Et là, j'étais au cœur de toutes les démarches, de toutes les actions qu'ils ont pu entreprendre pour m'en inspirer. Et j'ai pu prendre contact aussi avec différents prestataires sur lesquels je peux m'appuyer en fonction des besoins. Et notamment, pourquoi je vous parlais ça en lien avec la moquette, c'est au Carrousel du Louvre. Il était hors de question qu'ils mettent de la moquette. Et en fait, on était sur un sol brut. Alors c'est vrai que c'est un lieu qui est plutôt chouette, avec un béton ciré, mais ça le faisait très bien en fait. On n'avait pas besoin de marquer avec des mètres carrés de moquette de toutes les couleurs. C'était juste parfait comme ça. On peut très bien s'en passer. Je pense qu'on va prendre une dernière question avant de laisser la parole à Thomas. Je pense que tu vas avoir certainement des étudiants et étudiantes qui vont essayer de te contacter pour aller peut-être plus en détail. De toute façon, la présentation est enregistrée. Je pense que le PowerPoint va leur être, si tu veux bien, la présentation va leur être proposée. Oui. La dernière question qu'on pourrait te poser, évidemment, c'est que nos étudiants et nous tous souhaitons développer ce type de comportement ici en région. Bon, là, comme nous le savons tous, l'événementiel, malheureusement, est sinistré, et ce jusqu'en minimum fin septembre. Donc, c'est difficile d'en parler. Je confirme. Voilà, c'est difficile même de faire réaliser à nos jeunes étudiants qui avaient très envie de faire leur stage et qui ont vu certains leurs stages s'annuler dans tout le domaine des festivals et gros événements. Voir la Croisette à l'époque où on doit avoir le festival de Cannes, le festival du film, est bien utilisé par un sanglier, ça fait quand même bizarre et c'est pas un fake. Voilà, donc cette année, c'est une année absolument exceptionnelle. Peut-être que ça va aussi faire réfléchir les consciences, réfléchir en amont et peut-être justement se poser davantage sur ce problème de l'éco-responsabilité dans l'événementiel. Moi, je trouve. J'espère. Voilà. Oui, et puis l'événement encore de beaux jours devant eux, selon moi, parce que même si effectivement, la profession est à l'arrêt, qu'on a pu goûter à tous ces moyens technologiques géniaux qui nous permettent encore, comme pour nous ce soir, de se réunir, de continuer à partager, d'échanger. Il y a vraiment
une dimension humaine. Enfin, je veux dire, le contact, on se rend compte à quel point on a tous envie de le plébisciter, de se réunir, de vibrer. Voilà. Donc, en revanche, effectivement, prioriser les événements, pas systématiquement se réunir si on peut l'éviter, notamment par rapport à l'empreinte carbone liée au transport. Mais voilà, c'est la convivialité et le fait de se rassembler pour partager ensemble, réfléchir, s'inspirer, donner du sens, créer du lien. Pour moi, ça c'est... Enfin, on ne pourra jamais s'en passer. Non. Tu n'as pas insisté, mais peut-être que Thomas va en parler sur le côté très, je ne vais pas dire ingrat, c'est pas le mot, mais le côté très prenant. On voit toujours l'événementiel dans sa finalisation, ce que l'on voit, ce qui sort de l'iceberg, mais toute la partie d'anticipation, tout ce que l'on doit gérer, tout ce que l'on doit imaginer, créer, c'est quelque chose qu'il faut rappeler sans cesse, je crois. C'est vraiment... un événement, c'est sang et eau pendant des mois, parfois. Oui. Moi, je parle de bébés. À chaque fois, c'est mes bébés. Donc, je les porte. pendant... Des fois, c'est... faut être dans l'urgence, mais il y a vraiment cette notion de gestation et d'accouchement. Et vraiment, c'est un métier... moi, je le disais en début d'intervention, c'est un métier de passion. Et il faut vraiment être passionné pour pouvoir le vivre pleinement et tenir le coup. Mais qui apporte énormément de satisfaction aussi. Anne, merci beaucoup. Merci vraiment, merci pour ta participation et l'envie que tu leur as donnée de faire ce métier. Moi, je vais passer maintenant la parole à Thomas. Thomas Parouti, que ceux qui étaient là l'an dernier ont pu voir en live en vrai, lors de Climact, l'année dernière, l'an dernier, Climact 2019, qui était « Faites chauffer vos neurones et pas la planète ». Et oui. Et cette année, c'est « Enchantons la transition ». Donc, enchantons la transition. Donc, Thomas, tu nous fais le plaisir de revenir pour nous parler, toi aussi, de ta perception de l'événementiel via ton agence, via Mieux, que tu as créé il y a 11 ans maintenant, puisque ça faisait 10 ans l'an dernier, si je m'abuse. Oui, tout à fait. Donc, peut-être que tu peux peut-être rebondir sur ce que tu as envie de confier ce soir aux étudiants qui t'écoutent. À toi la parole. Merci beaucoup de m'accueillir. Très content de revenir. En plus, du coup, j'ai pas pris l'avion, même si je l'avais compensé. J'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h? Un petit peu plus. On va un peu déborder si vous voulez bien, les étudiants. Bon, je commence par envoyer un salut spécial à Estelle Segeli, qui est sur le fil, que j'ai vu, qui avait organisé Climact l'an dernier et qui est une fille extraordinaire. Voilà. Et donc, si je peux avoir la présentation sous les yeux, je vais essayer de faire ça en 11 minutes. Pourquoi en 11 minutes? C'est parce qu'en fait, je vais échanger avec vous sur les 11 règles d'or pour éco-socio-concevoir un événement. Quand je dis éco-socio-concevoir, éco-concevoir, tout le monde connaît à peu près. Mais j'ai rajouté éco-socio parce qu'effectivement, et Anne l'a déjà dit un peu, la dimension sociale, inclusion sociale, la relation aux gens, elle est importante dans l'organisation d'un événement. Un événement, c'est comme le disait Anne aussi, un travail qui peut durer des mois pour ensuite un quart d'heure ou une journée ou 3 journées, c'est quelque chose d'éphémère. Donc forcément, on est obligé de se poser la question de sa pollution, de son bilan carbone et tout faire pour réduire sa pollution. Je l'ai pas dit, mais voilà, moi j'ai créé une agence qui s'appelle Mieux il y a 11 ans et qui est spécialisée sur les sujets RSE. Donc on accompagne des grandes entreprises sur des sujets d'économie circulaire, d'énergie, de ville de demain, des marques bio, etc. et plein d'autres boîtes et secteurs. Voilà, je ne produis pas des événements, mais il arrive que nos clients nous demandent de les éco-concevoir ou de les éco-socio-concevoir. Donc, je vais vous donner les 11 règles d'or, à mon avis, pour réussir l'éco-socio-conception d'un événement. Si je fais ça logiquement, ça doit bouger. Voilà. Donc, le premier, c'est le choix du lieu. Évidemment, l'endroit où vous allez faire votre événement va avoir une conséquence sur sa pollution. Si vous organisez un trek au milieu du désert marocain
ou un événement qui va avoir lieu dans une grande ville avec des transports en commun, forcément, ça n'aura pas le même impact. Donc, il y a le sujet de la facilité d'accès. Et au moment où vous choisissez le lieu, il faut aussi possible, parce qu'on commence à réfléchir à l'organisation de l'événement après, choisir un lieu qui ne nécessite pas trop d'énergie et par exemple des salles avec de la lumière naturelle. Est-ce que le lieu a une offre de restauration responsable? On fera un focus tout à l'heure sur la restauration, mais dans le choix du lieu, c'est important. Est-ce qu'il peut accepter des gens qui ont une mobilité réduite ou d'autres handicaps? C'est un critère dans le choix du lieu. La gestion des déchets aussi évidemment, et il faut savoir qu'il y a certains lieux, certains lieux qui ont déjà des certifications, des labels type Green Globe ou Clé Verte. Le sujet du déplacement est le sujet qui est le plus impactant sur la pollution. Moi, je me rappelle avoir organisé un événement il y a 10 ans pour Alstom. On avait tout maximisé, on avait vraiment réduit le bilan carbone. Le bilan carbone de l'événement à l'arrivée a fait 4 tonnes, dont 2 tonnes pour l'événement et 2 tonnes pour 5 personnes qui étaient venues en avion depuis Genève à Paris. Donc c'est hyper frustrant parce que ces gens ont pris l'avion et ils ont un peu bousillé une partie du boulot qu'on avait fait. Mais faire un événement avec 2 tonnes d'émissions de carbone, c'était quand même une belle réussite. Donc la participation est un sujet hyper important. Il faut en parler dès le début et dès les invitations. Voilà. Venez en covoiturage avec des solutions type Blabla que vous connaissez, transport en commun. Évidemment, le train est préférable à l'avion. Là, j'ai fait une dizaine de tournages. Alors, pareil, sur les productions audiovisuelles, on se pose aussi la question de l'éco-conception. Mais on a fait une dizaine de tournages et on a un peu partout en France et on a émis que 120 grammes, 120 kilos de CO2 parce que justement, on a pris le train et on n'a pas pris l'avion. Voilà, les navettes électriques, c'est quelque chose qui est assez fun et qui se développe de plus en plus. Le troisième critère, c'est la restauration. On a parlé tout à l'heure de gaspillage alimentaire. Donc, évidemment, d'abord, il y a le choix des produits qui vont être proposés par le traiteur. Donc, typiquement, on choisit plutôt des produits locaux, de saison, des produits bio, enfin, tous ceux qui ont des labels. Sur le sujet de la flotte, évidemment, il faut préférer des carafes ou des gourdes que des bouteilles, mais il y a encore plein d'événements notamment qui parlent de développement durable, où les invités ont leur bouteille d'eau en plastique sur la table quand ils arrivent dans la salle. Le café en grains plutôt que les capsules, et surtout en plus comme ça, vous pouvez composter le marc de café. Il faut évidemment penser au gaspillage alimentaire et tout faire pour le réduire. Tout à l'heure, Anne a parlé de Phoenix, qui est présent maintenant un peu partout en France. Il y a une autre société qui s'appelle Commerceau, mais en général, ce type de structure est capable de redonner ce qui n'a pas été consommé sur le buffet à des associations. Et c'est vrai aussi sur d'autres projets. Et de plus en plus, on voit apparaître des buffets végétariens. Et je trouve ça plutôt cool parce que comme ça, il y a des gens qui peuvent essayer le végétarisme. Alors, soit c'est du 100% végétarien, soit c'est une grosse partie de plats végétariens. Mais il y a un traiteur qui s'appelle Betty New Food qui se définit comme rock and vegan, qui propose ce type de prestations. Et il y a de plus en plus de végétariens. Moi, typiquement, au sein de la structure de l'agence Mieux, je crois que les 2/3 des collaborateurs sont végétariens. Ensuite, sur l'accueil des participants, là, je parle surtout du sujet du handicap. Il faut bien penser à pouvoir recevoir tout le monde, évidemment. Éventuellement, et ça se fait par exemple dans certaines campagnes présidentielles, je connais quelqu'un qui s'est occupé de tout ce sujet-là pour la campagne de Hollande en 2012, il faut penser éventuellement au langage des signes, éventuellement à du braille. Enfin bon, voilà. Après, si vous faites un énorme festival, on n'est pas obligé de faire tout en braille, mais ça peut être mis à disposition et c'est toujours évidemment très bien perçu par ces personnes qui ont des handicaps. Faire appel à des sociétés d'hôtesses qui ont mis en place une politique de non-discrimination à l'embauche, évidemment. Sur les badges, pensez à soit des badges éco-conçus, soit des badges. Par exemple, il y a un événement assez génial sur la tech et la RSE qui s'appelle Change Now, qui a eu lieu au Grand Palais à fin janvier. Et ils avaient fait des badges, pas en papier, mais avec un papier fabriqué à partir de la pierre. Donc le truc, il est indéchirable. Et on n'utilise pas papier de forêt. Enfin, c'est assez innovant et assez intéressant. Et les badges, évidemment, il faut les récupérer après pour pouvoir les utiliser après, enfin, sur un autre événement.
Il ne faut pas hésiter à utiliser l'accueil aussi comme un élément de communication et prévenir que l'événement est éco-conçu, ou ça peut être dit par exemple, le maître de cérémonie au début. Je suis allé à un événement organisé par M6 Pub il n'y a pas très longtemps et ça, on voyait que tout avait été bien pensé, mais ils l'ont communiqué et c'était sur les sujets de développement durable et les gens qui connaissent pas trop le sujet, ça permet de les sensibiliser. La signalétique est un sujet qui peut être assez polluant. Donc, par exemple, vous savez, il y a des grandes bâches qu'on peut utiliser dans l'événementiel, mais qu'on utilise aussi dans la publicité sur les bâtiments. Et là, je vous ai mis la photo de Guerlain qui avait utilisé une bâche pour son parfum, la petite jupe noire, et qui avait recyclé une grande partie de ses bâches sur des sacs qu'ils avaient offerts à leurs clients. Mais il faut penser à ça aussi, donc prendre des matières qui soient éventuellement déjà recyclés et qui soient recyclables et ou qu'on peut upcycler, c'est-à-dire que par exemple, c'est le sujet de la bâche où à partir d'une bâche qui est un truc assez banal, on va essayer d'en faire quelque chose de plus fun. Sur l'impression, aujourd'hui, maintenant, les imprimeurs ont commencé à essayer d'être certifiés, mais il y a toutes les normes type PFC, PEFC, FSC, tous les labels imprimerie verte, etc., qui sont intéressants. Il y a les encres végétales qui sont de plus en plus accessibles aussi. Mais le sujet de tous les kakémonos, toute l'impression aussi doit être bien pensé. La scénographie et le mobilier, tout à l'heure, on a parlé de moquettes. Effectivement, il y a des moquettes qui existent et qui sont fabriquées à partir de produits recyclés. Il y a aussi des moquettes, évidemment, qui sont recyclables. Dans l'événementiel, Anne vous a présenté plein d'événements qu'elle conçoit pour ses clients. Mais il y a aussi, évidemment, tous les salons. Il faut savoir qu'il y a une quantité de moquettes qui est jetée. Et en plus, il faut savoir que c'est enfoui. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Et la photo que vous voyez, c'est un documentaire qui s'appelle Super Trash, qui a été tourné par un mec qui, au départ, est surfeur. Il habite à côté de Cannes et il a vu une décharge s'installer. Au départ, la première journée, il y allait avec son téléphone, son appareil photo. La deuxième, il y est retourné avec sa caméra et en fait, il a passé un mois sur la décharge à filmer la vie de la décharge. Et là, ce que vous voyez en rouge, c'est le tapis du Festival de Cannes qui, pendant très longtemps, le changeait tous les jours. Et avec ce documentaire, ils ont pris un petit coup de pression et donc du coup, ils se sont dit qu'ils allaient le nettoyer et le changer que tous les 4 jours ou 5 jours. Voilà, donc pour tout ce qui est scénographie immobilier, pensez aussi à prendre des produits, des matériaux qui soient réutilisables, recyclés, recyclables. Sur le mobilier, notamment sur les salons ou même sur d'autres événements, il y a maintenant des sociétés qui proposent du matériel, évidemment en location, mais aussi du matériel d'occasion. Et typiquement, là aussi, sur l'événement qui avait été organisé par M6, on était 200 ou 300 assis. Et en fait, les 200 ou 300 chaises étaient à peu près toutes différentes parce qu'en fait, c'était des chaises d'occasion qui avaient été récupérées chez Emmaüs et dans d'autres associations. Donc, c'est plutôt plus joli que les chaises habituelles qu'on a dans les amphis. Voilà, donc ça aussi, c'est une solution. Ensuite, sur les plantes, évidemment, locales et de saison, plutôt en pot que coupé. Et si on achète les plantes, ben, il y a maintenant une entreprise qui s'appelle Fleurs d'ici qui fait très attention à la provenance des plantes, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de plantes qu'on utilise et qui viennent du bout du monde, enfin notamment du Kenya, de Tanzanie, etc. Donc autant prendre des fleurs en local. Et ce qu'on fait souvent à la fin des événements, ben, c'est qu'au lieu de les jeter, on les offre aux derniers participants, enfin aux derniers sortants. Ensuite, sur les goodies, alors moi déjà, j'aime pas les goodies, je fais tout pour éviter d'en fabriquer. Mais il peut y avoir des goodies qui peuvent être intéressantes, enfin qui peuvent avoir du sens. Par exemple, ici, vous voyez une gourde qui avait été distribuée sur les universités d'été du MEDEF. Et donc, tous les participants, c'est fin août à Longchamp, donc en plus, il était super chaud. Donc, on avait tous notre gourde, et évidemment, on la garde, parce que la gourde est un truc qui se développe énormément. Voilà, sur les objets promo, il y a par exemple une société qui s'appelle Gifts for Change, pas Gifts for Good, contrairement à ce qui a été écrit, qui distribue des goodies qui sont toutes plus ou moins pensées en étant responsables. Voilà, et sur le textile, on a besoin aussi sur des événements. Il faut utiliser plutôt des marques engagées. Alors ça peut être le site français qui fait du Made in France, c'est sa première qualité. De toute façon, c'est dans le nom et vous la connaissez toutes.
Mais il y a aussi, par exemple, une marque comme Opal, qui est une marque très cool. Et vous voyez la photo. Voilà, ils font des t-shirts, des sweats. Et ils font des t-shirts, par exemple, à base de t-shirts recyclés. Donc, ils consomment beaucoup moins d'eau. Et c'est aussi dans des cadres de réinsertion sociale, parce qu'ils font bosser des ateliers, je crois, dans les Hauts-de-France. Voilà, il y a d'autres marques comme 1083 que vous connaissez peut-être, qui est une marque de jeans et où 100% de la fabrication est faite en France, du tissage jusqu'à à la finition. Et c'est une marque qui fait des jeans en France, et les 2 points les plus éloignés de la France métropolitaine sont à une distance de 1083 km. Et Veja, qui est aussi une marque que vous connaissez sûrement, qui fait des baskets. Alors, ils les font au Brésil, mais globalement avec plein de produits, plein de matériaux bio et dans des conditions sociales très positives aussi, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les grandes marques. Donc là, on a parlé quand même beaucoup de fabrication et d'événements, etc. Mais je voulais rajouter une dimension sociale parce qu'en fait, le monde associatif qui est très important en France, parce qu'on a la chance d'avoir une loi depuis 1901 qui fait que beaucoup de Français s'engagent dans des associations. Les associations ont beaucoup à nous apprendre parce qu'elles s'intéressent à des sujets de façon bénévole et avec des milliers de bénévoles en France, des millions de bénévoles qui peuvent enrichir aussi un événement. Et par exemple, pour vous citer quelques exemples, nous, on a pu faire intervenir une association qui donnait des petits panneaux photovoltaïques dans les pays du Sud sur un énorme événement organisé par une grande boîte internationale de l'énergie qui présentait des sujets sur la ville intelligente, le smart grid. Et on les a fait venir pour qu'ils présentent leur activité. Et vous savez que dès qu'il y a de l'électricité dans un village, ben, il y a la culture, il y a l'apprentissage. Enfin, dès que l'électricité arrive quelque part, ça permet l'émancipation de tout le monde, et notamment l'émancipation des femmes qui qui font moins d'enfants. Enfin, ça participe au développement. Et c'est vraiment une super association. Ou alors, par exemple, des salariés d'un leader de l'énergie qui, pendant des séminaires de team building, sur les 3 jours, ils prennent une demi-journée pour réparer un vieux moulin et apprennent plein de trucs sur l'énergie, qui est déjà leur métier, mais ils continuent d'apprendre plein de trucs. Voilà. De la même façon, nous, on a fait bosser quelques associations. Je pense notamment à PIC, qui est une super association liée au développement durable, qui bosse avec des enfants, mais aussi avec des adultes, parce on animait des quiz dans les 6 sièges de L'Oréal en Île-de-France. Et donc, il y avait 2 personnes de chez PicPic qui posaient plein de questions sur le développement durable du lundi au vendredi. Et donc, on a fait bosser, on a fait rentrer des associations dans un grand groupe de luxe comme ça, pour qu'il y ait une rencontre et que c'était hyper pertinent pour les deux. Voilà, tout à l'heure, Meet My Mama, Anne en a parlé, c'est une super association avec des femmes réfugiées, et effectivement, le but de l'association, c'est vraiment de participer à l'émancipation de ces femmes-là, en plus de proposer évidemment du traiteur super bon et super original. Voilà, et tout ça, ça participe à la curiosité et à la richesse des participants. Ensuite, sur les activités aussi d'un événement, on va éviter de faire des trucs trop polluants, type on va tous sortir en quad comme des gros porcs dans la nature. On va plutôt faire, par exemple, une quête dans une ville en vélo, où on va chercher des indices un peu partout. De la même façon, le fait que les gens se rencontrent, discutent, apprennent, c'est beaucoup plus intéressant qu'une conférence où il y a des discours qui s'enchaînent comme ça. Donc, du coup, j'attends évidemment vos questions après. Moi, je refuse de participer à toutes les tables rondes où il n'y a pas de femmes. C'est moins en moins fréquent, mais on m'a proposé 2 tables rondes pour le salon du développement durable qui s'appelle Pro Durable et qui a lieu au mois de septembre. Et il y avait que des hommes, un animateur et des mecs. Donc, j'ai dit que c'était pas possible. Et donc, du coup, voilà, il y avait au moins une femme. Évidemment, c'est beaucoup mieux qu'on soit 50-50 comme aujourd'hui. Bravo, Marie-Chantal. Et voilà. Et dernier point, l'expertise n'a pas d'âge. Et je me rappelle de l'événement The Good Day où, après la prise de parole d'Isabelle Cocher, la patronne, enfin l'ancienne patronne, ils ont mis sur scène 4 personnes très jeunes pour parler d'énergie et de la transformation du monde, notamment un des étudiants qui a participé à l'écriture du manifeste pour le réveil écologique que vous connaissez peut-être. Voilà. Et le fait que Engie, grande boîte anciennement GDF, enfin Gaz de France, mettre 4 jeunes pour parler du monde de demain, ça mettait un coup de jeune et c'était super intéressant. Donc voilà, il faut penser à tout ça quand on organise un événement. 10e et avant-dernier point, si vous avez bien bossé, vous aurez un bilan carbone
assez light, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais il faut penser à le compenser. Donc vous calculez le bilan carbone, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, parce que c'est quand même pas simple. Et ce bilan carbone, vous pouvez le compenser, et donc vous allez effacer toutes les pollutions incompressibles et toutes les pollutions que vous n'avez pas réussi à enlever. Et aujourd'hui, le sujet de la neutralité carbone est un sujet qui commence à émerger dans les entreprises. Et pour répondre aussi à une question tout à l'heure, effectivement, il y a toujours des clients à convaincre, mais il y a de plus en plus de critères RSE dans les appels d'offres des grandes boîtes sur l'événementiel et sur un peu tout. Voilà. Et ça coûte pas forcément. Alors le bilan carbone coûte pas cher, surtout si vous avez bien bossé, mais l'éco-socio-conception d'un événement vous permet de faire beaucoup d'économies et génère évidemment quelques surcoûts quand on fait du bio et oui, mais ça donne plein d'idées et de nouvelles idées, une nouvelle expérience. Et pour terminer, il est évidemment très important de communiquer sur le fait que vous ayez éco-socio-conçu votre événement, parce que c'est une grande qualité, parce que bravo, vous avez réussi, parce qu'on vit l'événement différemment. Et moi, pour être allé sur The Good Day, on voyait bien que tout avait été pensé et on était très heureux et peut-être encore plus heureux et on vivait une expérience assez riche. Et donc, il faut en parler. Et en plus, ça valorise évidemment la marque, que soit la marque employeur si vous faites un événement interne, mais aussi la marque auprès de vos clients. Et les organisateurs seront hyper heureux et fiers d'avoir réussi à ne pas polluer en faisant un événement. Dernier slide, voilà, pour vous remercier et vous dire que, en fait, c'est un peu comme tout le temps, la RSE, que ce soit sur un événement ou que ce soit sur n'importe quelle action de communication, il faut essayer de mettre ce filtre de responsabilité et ça rend l'exercice à la fois plus compliqué, mais aussi plus intéressant, plus passionnant. Et comme ça, vous pourrez faire des événements qui seront encore mieux. Merci de votre écoute. Ok. Thomas, tu as quelques petites questions qui vont être posées. Notamment, Yann te demande quel est le type de client de ton agence? Est-ce qu'il y a un type particulier? Alors, donc ça fait 11 ans qu'on existe. J'ai envie de dire que jusqu'à il y a 2 ans, on travaillait beaucoup sur soit des secteurs très polluants, soit des marques très responsables. Donc, on a bossé sur les sujets de l'énergie, de l'économie circulaire, de la ville, de la mobilité, qui sont des secteurs très polluants. Hein. Les déchets en France, 8% sont produits par les foyers français, donc par nous, et 92 par les entreprises. Et dans les 92, les 2 tiers, c'est le BTP. Donc, le BTP, il est hyper polluant. Donc, c'est pour ça que maintenant, on fait de l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, j'ai beaucoup bossé avec des pollueurs parce que comme ça, je me dis, je vais avoir un impact et je vais les sensibiliser et ils sont pas toujours au courant. Je travaille par exemple avec Total et je suis très fier de travailler avec Total. Et je me dis que si je peux accélérer la transition énergétique de Total, et je vous cacherai pas que on travaille en ce moment sur vraiment des sujets comme ça et des sujets sensibles. Et en même temps, je voulais travailler avec des marques remarquables, hyper engagées. Donc, on travaille, par exemple, si vous allez en magasin bio, il y a une marque qui s'appelle Le Pain des Fleurs, qui est une marque de tartines craquantes, qui est le premier produit de trafic. Donc, pendant très longtemps, on a bossé pour beaucoup de secteurs comme ça, assez identifiés. Et depuis 2 ans, on travaille aussi pour le groupe L'Oréal. On a gagné AXA il n'y a pas très longtemps. On a gagné un éco-organisme. Donc là, c'est vraiment le sujet de l'économie circulaire. On travaille beaucoup avec le groupe La Poste, qui est l'entreprise française, qui est l'entreprise au monde la plus engagée, la mieux notée, parce que, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une boîte extraordinaire, le groupe La Poste. Donc voilà, on travaille maintenant à peu près avec tout le monde parce que tout le monde se met à la RSE. Voilà. Juliette posait une question. Vous n'avez pas parlé de l'enjeu santé et sécurité. Est-ce que vous prenez en compte cet enjeu-là? Ouais, ça c'est vraiment un basique. La sécurité, c'est le premier principe. Tout ce qui est qualité, sécurité, sur tous les événements, c'est hyper important. Ok. D'autres questions? Je vois qui pose des questions là. Je ne vois pas d'autres questions arriver, c'est étonnant. En tout cas, les étudiants ont apprécié ta présentation en 11 points. En fait, c'est tout répertorié de manière synthétique, et de manière à ne rien oublier. Évidemment, derrière ces 11 points, il y a aussi de longues heures et semaines de travail, évidemment. Ça, on s'en doute bien.
Quelques années d'expérience. Ouais. Pardon, Jeanne je ne dit sais pas si tu heureusement. m'entends, Vas-y, Marie. Franck, vas-y. Ouais. Ouais, excuse-moi, on a juste un Franck, petit on problème t'entend? avec la fonction question-réponse. On est désolé, Thomas. Et je Oui. vois les questions. Pour répondre sur la Ouais, question vas-y, de tu profil, remontes et tu peux peut-être les attraper à la volée. Merci beaucoup. sur, Ouais, c'est ça. sur Total, les individus que j'ai en face de moi sont sincères et ils ont conscience qu'ils n'ont pas le choix. Alors, je n'ai pas le droit de prendre la parole en tant que Total et donc je vais prendre vraiment, c'est un peu sensible comme sujet, mais je vous dis moi en tant que prestataire spécialisé d'une entreprise comme ça, c'est une entreprise qui il y a quelques années avait pas envie de bouger. Et voilà, et parce que tout se passe bien, parce que tout le monde a besoin de pétrole, le monde entier, et après on attaque beaucoup Total, mais on pourrait aussi attaquer tous les automobilistes et ceux qui prennent pas leur vélo et qui prennent le camion, etc. Voilà, on est un peu tous responsables quand même là-dedans. Mais ce que fait Total, c'est il y a Patrick Pouyanné qui a dit en 2030, on sera la major de l'énergie responsable. Donc du coup, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein d'individus qui sont en train de travailler sur ce sujet-là et sur la transformation du modèle. Et voilà. Et ils ont déjà fait des campagnes où ils incitaient leurs consommateurs à consommer moins. Mais je pense que ça va se développer, ce type de campagne. Voilà, parce que évidemment le bilan carbone de Total est juste catastrophique, on le sait tous. Euh, mais tout le monde pousse. Évidemment, les consommateurs veulent une énergie plus propre. Les collaborateurs, que ce soit les jeunes diplômés ou même les vieux, tout le monde a envie de se bouger là-dessus. Et les actionnaires, il y a 2 jours, il y a une prise de parole de Patrick Pouyanné, parce que les actionnaires mettent la pression. Et forcément, de toute façon, les actionnaires, depuis 2 ans, commencent à mettre une vraie pression forte. Et c'est ça ce qui est hyper intéressant. Total n'est pas dans le top 20, je crois qu'ils sont dans le top 10 des pollueurs même. Total pollue plus que la France, parce qu'ils ont une dimension internationale. Donc j'ai bien conscience de tout ça, mais mon rôle, c'est de les faire bouger plus vite que ce qu'ils ne penseraient bouger. Voilà. En fait, c'est Voilà. Et je travaille avec des marques bio, avec des gens qui importent du quinoa de façon équitable depuis 30 ans, qui sont des gens extraordinaires. Et donc, c'est assez facile de communiquer sur des produits très vertueux comme ça. Mais c'est clair que travailler avec des gens qui polluent, ben voilà, moi j'ai l'impression d'être très utile. En fait, il y a une prise de conscience réelle, qui est en plus optimisée pendant cette période de confinement. On avait vu même avant les marques comme Aldi, qui s'adressent à la jeune génération et qui, en fait, prônent un peu plus de frugalité. Et c'est pas la peine d'avoir 25 choix de papier toilette pour finalement en choisir un qui aura la même utilité. Donc, en fait, il y a quand même une véritable prise de conscience. Il ne faut pas trop leur tirer dessus à boulet rouge. J'ai vu L'Oréal, Berck, dégueulasse, tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même laisser le temps au temps. En courant, comme dit Franck, il a raison. Mais la prise de conscience est réelle et les avancées se font quand même bien sentir. Et il faut évidemment continuer chaque jour. Chaque pas est utile. Et c'est comme ça qu'on va certainement améliorer grandement nos devenirs et le devenir de nos jeunes générations. Voilà. Ouais. S'il n'y a plus de Après, questions... par exemple, je vois dans les questions aussi, on a bossé par exemple, on bosse pour des écoquartiers, on a bossé pour Vélib pendant pas mal de temps. Voilà, on a eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Mais je pense qu'on est obligé, enfin, si vous avez des convictions, il faut pas rester en dehors du jeu. On est obligé de rentrer dans ces boîtes-là pour les bousculer. Voilà. Et moi, ça fait 11 ans que je bosse sur des sujets RSE. Je connais très bien les sujets. Et donc, j'ai, je pense, une grosse valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce qui est perçu chez Total, parce que je les aide à aller plus vite. Voilà. Et donc, les gens convaincus doivent aller là-bas. Et en interne, il y a aussi des gens convaincus. Il ne faut pas rester en dehors. C'est ça, il ne faut pas rester en dehors. Quand ils sont invités chez des potes le samedi soir et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, ils font évidemment tout pour ne pas dire qu'ils bossent chez Total parce qu'ils savent qu'on y passe la soirée sinon. Voilà, donc ils en ont marre de ça et ils ont envie de participer à la transformation de leur boîte. C'était dans mon brief quand j'ai commencé à bosser sur vraiment les sujets RSE chez Total il y a 3 ans,
dans les 3 éléments de brief, il y avait on a marre de cacher dans les dîners le samedi soir la boîte dans laquelle on travaille. Un gros problème de fierté d'appartenance, donc ils sont à bloc tous. Voilà. Plus le droit au paradoxe, Thomas, c'est-à-dire que la transition génère du paradoxe. Je fais ce que je peux de la main droite et je traîne encore certaines mauvaises pratiques de la main gauche. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, des gars comme toi, comme nos étudiants, rejoignent les boîtes, non pas en se pinçant le nez, mais en remontant les manches. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette dernière idée que tu proposes. On sait tous les deux qu'on est d'accord sur plein de choses au titre de la RSE et de l'engagement de la RSE, etc. Bravo, hein, c'était une super conférence. Tous les deux, vous avez montré tant de créativité que de pragmatisme. Voilà, c'était très bien balancé entre les deux profils qui étaient choisis, la créativité, l'inspiration en tout point de la création dans l'événement. Et puis le pragmatisme, commencer effectivement par éviter de faire que les gens se déplacent n'importe comment. Enfin, voilà. C'était super. Marie, tu veux conclure avec tes invités Oui, je veux les remercier vraiment. Thomas, toujours un plaisir. Anne, on se connaît un petit peu, mais on apprend à te connaître aussi et voir tout ce que tu as réalisé, ce que tu vas réaliser certainement maintenant dans la région dès que le moment sera revenu. Vous allez être sollicités tous les deux par nos étudiants, évidemment. Hein, ça, je vois qu'ils sont réactifs. Les CV, les stages, les recrutements. Bon, bah écoute, voilà, ils font leur job aussi, c'est très très bien. Et puis pour répondre à Thomas, la semaine prochaine, ça risque d'être entièrement féminin. Je suis désolée, mais ça s'est passé comme ça. Bah, c'est très bien aussi. Ça compense, voilà. Et on va parler de compensation carbone, justement. Exactement. Sarah avait convié Nathalie Garelli-Milius et on espère avoir Elisabeth Fuchs et Stéphanie Gersten-Gherardi. Voilà. Donc, ça sera mercredi prochain à 17h, de 17h à 19h. Là, mieux. Oui. Notez bien. Ah, mais il y a des demandes pour les stages. Oui, on prend des stages pour le 2e semestre. On ne prend pas d'alternants. Voilà. Bravo. Ok. Merci beaucoup. France, le mot de la fin. Merci à tous. Oui, écoute, je voulais vraiment vous remercier, Thomas et Anne. C'était formidable. Merci aux étudiants qui, je crois, ont été très heureux de suivre. Merci à Marie, bien sûr. Ont été très heureux de suivre ces conférences. C'était chouette. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cela. On était bien dans le thème de notre Climact. On était cohérent avec nos métiers et avec la certitude que de nos métiers, on peut adresser les publics pour faire changer les choses. Chaque petit pas peut être fait en courant, pour reprendre un peu l'expression que proposait tout à l'heure Thomas. Engagez-vous, ne laissez rien au hasard pour démontrer, montrer, inspirer que le monde doit changer. Chaque pas doit être fait en ce sens. Alors, je remercie aussi Thomas d'avoir salué Estelle et j'en profite aussi pour saluer Sarah. Oui, Sarah, qui cette année est la personne merci Sarah. Qui orchestre beaucoup avec nous sur l'organisation du Climact et qui bûche et voilà. Donc les talents se suivent à la conduite de Climact. Voilà. Merci chers amis, c'est l'heure de l'apéro. Vous pouvez basculer sur vos FaceTime divers et variés pour rejoindre vos copains. Thomas, je t'appelle comme promis. Et voilà, merci beaucoup. Quand tu veux. Ciao tout le monde. À bientôt. Tiens, attends, justement. Ne sortez pas comme des fous, là. Moi, je suis effaré de voir comment tout le monde sort. Le déconfinement, c'est pas un relâchement, d'accord? On s'autorise à aller un petit peu ici ou là. Faites gaffe. Soyez pas foufou. Il y a trop de gens. La mode du masque ici, là, ça, voilà, ça c'est. Salut, je porte mon masque. Enfin, je peux pas voir ça. Ok, ciao, salut. Bye. Au revoir. Salut Anne, bye. Salut, merci, au revoir.